grand drame des voyages est qu'ils donnent parfois des réponses à des questions que l'on ne s'était encore jamais posées. Ils peuvent rendre heureux, certes, mais lorsqu'on emmène son esprit aussi loin que l'Arctique, le risque est que le chemin se transforme en dérive dont on ne revient jamais vraiment. L'Alaska avait définitivement laissé une trace indélébile sur moi. Comme un tatouage fraîchement terminé, encore piqué de sang, j'avais cette expédition de 12 000 km dans la peau comme aucun autre voyage auparavant. Les glaciers, l'Oregon, l'extase devant le soleil de minuit et puis les rencontres. Celles qui bouleversent tout et vous propulsent de force dans le chapitre suivant de votre existence sans demander votre avis. Ah mais c'est tellement somptueux. C'était là, au milieu de nulle part, que ma route m'avait amené à croiser Ash, un Néo-Zélandais qui traversait le continent américain seul, dont l'histoire m'avait particulièrement ébranlé. Mon voyage avait alors pris en une seule nuit une tournure existentielle, comme une gifle de réalisme, étoffant mon expédition en soulevant cette question qui depuis me hante. Est-ce que je voyage simplement pour découvrir le monde, ou pour m'assurer que j'y ai bien existé ? Notre rencontre avait créé ce doute, une sorte de nouvelle cicatrice pour laquelle je sentais que j'allais devoir trouver le bon pansement. Pourquoi je voyage ? Et quel est vraiment mon but dans tout ça ? Ash m'avait fortement incité à découvrir la Nouvelle-Zélande, sa beauté et ses profondeurs. Et ce nouveau questionnement était le prétexte parfait pour mon prochain voyage. J'avais mal dormi, la mer avait été très agitée, et c'était après un nombre d'heures interminables que je m'apprêtais enfin à débarquer au port de Tauranga, en Nouvelle-Zélande. Ladies and gentlemen, your attention please. We would like to inform you that our arrival on the island of Lanzarote is scheduled in approximately 1 hour. We kindly invite you to return to your cabin or to the interior area of the ship and to prepare for disembarkation. Passengers traveling with a vehicle are requested to proceed to the garage once the corresponding announcement has been made. Thank you for your attention and we wish you a pleasant end of your journey on board. Qu'est-ce que j'ai fichu ? Comment j'ai fait pour me mettre dans cette situation ? Et ben me voilà à Lanzarote. Pour une raison qui m'était encore inconnue, j'étais sur le mauvais ferry, mauvais océan, et encore pire, du mauvais côté de la Terre. Putain la blague, qu'est-ce que je fous ici ? Oh merde. Ah je suis pas du tout en Nouvelle-Zélande là. Tu m'étonnes. Ça ressemblait pas du tout à la Nouvelle-Zélande. Ah c'est... Aïe. J'avoue, j'étais vraiment désorienté. En même temps, il y avait de quoi. Dans tous les cas, j'essayais de comprendre la situation tout en cherchant un moyen de m'échapper du port. Ah oui, c'est bien la Guardia Civile, hein. Et à 2 doigts de la sortie, j'ai eu droit à l'accueil du comité local. Hola. Sorry? ¿Tiene algo que declarar? ¿Nothing to declare? Ah, no hablo español. ¿No habla español? No, inglés. O francés.
Have you got anything to declare? No, nothing. Tobacco, alcohol, Nothing, sir. nothing at all. Will I have a look at the... Of course. This? Okay. Okay. Thank you. Ah ouais, ça contrôle direct. Truc de ouf. Bon, bah on va essayer de se trouver un endroit où dormir, faire le point, parce que alors là, franchement, j'ai aucune idée de ce que je vais faire. Le temps d'arriver à un logement de fortune pour la nuit, j'avais miraculeusement trouvé un bateau de retour. Mais problème, il ne partait que dans 7 jours. 7 jours. C'était ce qu'on pouvait appeler une galère surmontée d'une autre. Je crois que je suis bien en Espagne. Enfin, pas forcément l'Espagne qu'on imagine. Et dans quoi je me suis encore fourré? Alors que je venais de réaliser que j'avais une semaine coincée sur l'archipel, j'ai rapidement compris que je pouvais peut-être en faire quelque chose de positif. Alors, j'ai tout de suite bossé sur un itinéraire et établi un plan clair, net et précis. Au large des côtes africaines, non loin du Sahara occidental, se trouvent les îles Canaries. Conquises par les Espagnols il y a 500 ans, elles forment un archipel volcanique et font partie de la Macaronésie, cet ensemble d'îles nées du feu comme Madère, les Açores ou le Cap-Vert. Plus grandes et plus peuplées que les autres, les Canaries s'organisent aujourd'hui en 2 provinces, Las Palmas et Santa Cruz de Tenerife, qui se partagent même le rôle de capitale. Mais l'archipel possède une drôle de particularité, voire même un secret. Une légende du VIe siècle raconte qu'une 8e île, San Borondón, existerait, mais qu'elle ne serait visible que du plus haut sommet de l'île la plus éloignée, La Palma. Un mirage pour les uns, une terre réelle pour les autres, mais dans tous les cas, une île que personne n'a jamais réussi à atteindre et qui sera ma destination pour cette aventure. Ah mais elles sont dégueu les fenêtres. Ah bah c'est beaucoup mieux. Bon. Eh bien, partons explorer les Canaries. C'est parti, je suis à Famara, Caleta de Famara. Il faut que je me rende tout au nord de l'île pour commencer mon trajet. Ça vraiment... on est sur une autre ambiance que l'Alaska là. Et c'est comme ça que je suis parti à la découverte du secret des 7 îles, parce qu'explorer reste probablement ce que je sais faire de mieux. Bon bah go, c'est parti. Allez. Ah, c'est magnifique. Ah ouais, ça change de l'Alaska, hein. Oh là 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 là. J'avais 7 jours devant moi et 7 îles à traverser. Dans l'ordre, Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, El Hierro et pour finir, le sommet de La Palma à 2500 mètres d'altitude, point routier le plus haut des Canaries, seul endroit où je peux espérer apercevoir mon but, l'île de San Borondón. Allez, direction le nord. Même si le trajet s'annonçait simple, il comportait néanmoins un défi de taille. De nombreuses traversées en ferry inévitables, car elles sont le seul moyen de passer d'île en île. J'allais devoir faire preuve de ténacité et surtout de prudence face à l'enjeu, tout ça au guidon de mon américaine de 322 kilos. On m'a dit que la météo ces dernières semaines a été catastrophique. Donc il y a eu beaucoup de pluie, ce qui fait que ça a fait pousser beaucoup de plantes. Et d'habitude, c'est très aride comme climat, c'est très couleur sable. Et là c'est très vert, donc c'est assez exceptionnel. Regarde-moi ça. Qu'est-ce que tu veux de plus? Les routes étaient serrées, courbées, la météo impeccable, tous les feux étaient au vert. Le Mirador del Rio allait annoncer ma première fracture de la rétine. Regardez plutôt.
Oh la vache! Oh mais c'est incroyable! Oh! Oh! La vue était absolument spectaculaire et laissait effectivement présager d'une expérience qui n'allait avoir aucun rapport avec l'Amérique du Nord. C'est effrayant de beauté, quoi. Impressionnant. Bon, faut dire que ça commence de manière intense, là, hein. J'espère que le reste sera à la hauteur, parce que là, pour un début, ça pique les yeux direct. Ah, et la météo. J'ai regardé la température tout à l'heure. Il fait 22 degrés. 22 degrés. On est en février. Habituellement, Lanzarote et plus généralement les autres îles sont faites d'un climat aride, mais de longues pluies et tempêtes avant mon arrivée ont donné naissance à une verdure éclatante, d'une grande rareté, donnant même parfois l'impression d'être au Costa Rica. Ah, c'est spectaculaire. Comment tu veux t'ennuyer d'un endroit comme ça? La colonne vertébrale de cette île, c'est que elle a été la distribution des habitations a été extrêmement réglementée par un type dont on va parler un petit peu plus tard, mais c'est lui qui a fait que Lanzarote ressemble à ce que c'est aujourd'hui, avec beaucoup d'espaces sauvages très très protégés et avec très peu d'habitations. Et quand tu vois ça, tu te dis mais oui, évidemment, bien sûr qu'il fallait le faire. C'est somptueux. Très rapidement, et vu la taille très réduite de l'île, j'arrivais du côté de la plage d'Orzola. Et j'étais en train de prendre conscience que les routes n'allaient potentiellement pas toujours me faciliter la vie. Oh là là. Putain, j'espère que je peux passer là. Hein. Alors c'est pas goudronné. Pour l'instant ça passe. Je peux bien faire ça après la Dalton. Oh la vache. J'espère juste que ça sera pas plus engagé. Ah ouais, ça t'emmène à une plage. Ah, c'est ouf. Mais heureusement, il semble que ça valait le coup. Ah ouais, c'est the spot quand même, hein. Ouais, bon, ça vaut le coup. Oh là là. Je commençais à prendre un rythme de croisière, et il valait mieux, parce que je n'étais qu'au tout début de l'aventure. Direction le sud, avec mes premiers lacets. Oh, il y a du virage. Alors, faut que je fasse gaffe avec les commandes avancées. Lanzarote avait des airs de Corse, d'île de la Réunion, de Californie, ou peut-être même tout à la fois. Le romancier José Saramago disait à son propos « Il y a des paysages qui racontent une histoire. Lanzarote raconte la création du monde. » À cet instant, le contredire me semblait n'être que pure folie. Alors, je me suis contenté d'avancer, le nez au vent. Waouh. Ah, très très joli. Les bords de mer avaient des airs de paradis terrestre, et peut-être que ce n'était pas qu'un air, mais tout simplement ma réalité. Tard, je faisais un stop à un des endroits les plus importants de l'île. Bon, du coup, je suis à Taïch. On est à la moitié du parcours et on va aller voir la fondation César Manrique, qui est l'artiste peintre qui a fait de l'île ce qu'elle est, architecturalement parlant. Je dois avouer que les musées,
c'est pas toujours mon truc, mais là, impossible de comprendre Lanzarote sans évoquer l'artiste, le peintre, César Manrique. Né sur l'île, il en a façonné le visage moderne sans jamais trahir son âme. Là où d'autres auraient vu un désert à exploiter, lui a vu une œuvre à préserver. Dans les années 60, alors que le tourisme commençait à transformer les côtes, Manrique s'est battu pour offrir une vision différente, intégrer l'homme au paysage plutôt que l'inverse. Il imagine alors des lieux où l'architecture disparaît presque, creusés dans la roche, mêlés à la lave, comme au Jameos del Agua ou au Mirador del Rio. Grâce à lui, Lanzarote échappe en grande partie au béton massif qui a défiguré d'autres îles. Ici, les maisons restent basses, blanches, tournées vers le vent et la lumière. Son héritage est partout, éclatant et essentiel. Une île qui a su se développer sans se renier. Très appréciée et respectée, sans César Manrique, Lanzarote n'aurait jamais bénéficié de sa beauté actuelle et de sa cohérence. Ouais, il faut avouer que c'est assez magnifique quand même, hein. Sur Lanzarote, l'activité volcanique a façonné l'île de manière radicale, en particulier lors des éruptions du XVIIe siècle, entre 1730 et 1736, puis en 1824. Pendant plusieurs années, la terre s'est ouverte, libérant des coulées de lave qui ont recouvert des villages entiers et transformé des terres cultivées en un vaste champ minéral. Ces événements, connus sous le nom d'éruption de Timanfaya, ont donné naissance à des paysages uniques. Des étendues noires et rouges, figées, presque lunaires, où la végétation peine à s'installer. Aujourd'hui encore, dans le parc national de Timanfaya, la chaleur reste présente sous la surface, rappelant que cette île nous tenant en respect n'est jamais endormie, mais simplement en pause. Ici, le volcan n'a pas seulement détruit, il a redéfini entièrement le paysage, imposant une beauté rugueuse et austère, racontant la violence de sa naissance. Et il faut dire que la vue était à la hauteur de sa réputation. On peut dire que le spectacle est au rendez-vous. Incroyable. Et puis, quelques kilomètres plus loin, alors que je pensais avoir vu le plus beau, j'ai traversé ce que je considérais être le climax de l'île, le pic de beauté. Difficile à croire, mais ces très curieuses formes sont en réalité des vignes. Et sur Lanzarote, les vignes ne poussent pas malgré la terre noire, mais grâce à elles. Ici, chaque cep est planté dans un cratère creusé à la main, protégé du vent par un muret de pierre. Dans la région de la Djeria, des milliers de demi-cercles dessinent un paysage presque irréel, comme une constellation posée sur la lave. Rien n'est naturel ici et pourtant, tout est profondément organique. L'homme n'a pas dompté la nature, il s'est adapté à elle, patient et obstiné. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on a littéralement la sensation d'être dans une autre galaxie. Et c'était après une première journée et une gigantesque distance de 80 km et de multiples tentatives de bien prendre mon temps que j'arrivais enfin sur la rive sud de Lanzarote. Je ne pense vraiment pas que ce soit le hasard qui m'ait envoyé ici. Il devait forcément exister une raison pour laquelle je n'étais pas en Nouvelle-Zélande et j'allais bien finir par la découvrir. Dans tous les cas, j'étais curieux, éveillé, avec un appétit de découverte à toute épreuve. Allez, demain, Fuerteventura.
pour Fuerteventura. Ah, la météo, le soleil est magnifique. Cette deuxième journée s'annonçait être des plus spéciales. En cause, au-delà de ces paysages, Fuerteventura abrite à l'extrême sud une maison secrète qui aurait été construite pour cacher d'anciens nazis. Non, sans blague. Mais pour y accéder, je n'aurais d'autre choix que de passer avec l'Indiane par des pistes de montagne. Ah bien oui, quand on est nazi et qu'on veut se cacher, mieux vaut bien faire les choses. Dans tous les cas, c'était sous un soleil radieux et une température particulièrement clémente que j'attaquais ma route. Enfin, mon bateau. Et me voilà arrivé à Fuerteventura, à la fraîche, avec un réservoir plein. Les vagues sont là. J'aperçois Lanzarote qui est juste ici. Et puis ma foi, on est prêt, on est en forme. Parc naturel des dunes de Corralero. Tout devrait bien se passer. Allez, c'est parti. I remember life as a stranger. But things change. Le spectaculaire parc naturel de Corralero et ses plages de sable blanc venaient tout de suite donner le ton. Plus j'avançais, plus je me sentais chanceux d'avoir été débarqué ici. Bon, je crois que c'est une journée qui commence parfaitement. Ah, c'est canon. Canon. Longue de 150 km, Fuerteventura est l'île habitée des Canaries la plus proche du continent africain. Comme un pont minéral tendu vers le désert, c'est aussi l'une des plus anciennes de l'archipel, façonnée par des millions d'années d'érosion qui ont adouci ses reliefs, jusqu'à en faire cette terre ouverte, frappée par les vents. Ah, par contre, la route est pas terrible, hein. Et genre pas terrible du tout. Bien avant l'arrivée des Européens, elle était habitée par les Maros, un peuple d'origine berbère venu d'Afrique, qui a appris à survivre dans cet environnement austère. Alors ici, on est au parc naturel des dunes de Corraleros. Et je suis littéralement entouré de dunes autour de la route. J'ai l'impression d'être en Algérie. C'est assez fou. Things change. You ain't get tired of. The lights get low, and I got nowhere to go. I used to freeze in the day. Au début du XVe siècle, l'île fut conquise par les Normands, marquant alors son intégration à la couronne de Castille. Pourtant, pendant des siècles, Fuerteventura vécut dans une forme d'isolement, rythmée par l'élevage caprin, les sécheresses et les incursions de pirates. Rien n'y est jamais vraiment facile, et c'est sans doute ce qui a forgé son identité, une île rude, dépouillée, où le temps semblait s'être étiré, comme si elle appartenait encore un peu à ce continent qu'elle regarde au loin. Things are gonna stay strange. Things change. Who knows the reason? Je poursuivais ma route vers le sud et les nuages semblaient s'être invités à la petite fête, ce qui n'était pas forcément désagréable. C'est assez fou parce que j'ai à peine fait quelques kilomètres pour retourner vers le milieu de l'île et la météo a complètement changé. Il y a un amas de brume. Ça fait tellement penser à la Californie, en tout cas ce phénomène météorologique là qui est si particulier. C'est pas des nuages de pluie quoi, c'est vraiment de la brume. Stranger. Things are gonna stay strange. Orienté vers l'océan Atlantique à l'opposé du continent africain, le phare de Doston est directement exposé à des vents bien plus violents. Cette exposition a imposé une architecture robuste et compacte avec des murs épais, peu d'ouverture et une structure pensée pour résister en permanence à la pression du vent et aux embruns salins qui attaquent le bâtiment au fil du temps. Un phare qui passe le plus clair de son temps dans les nuages. Et d'ailleurs, quitte à être dans les nuages, autant aller directement les tutoyer. Ouais, et je crois que ça va faire comme hier. Plus je monte en altitude, le moins je vais y voir quelque chose. Ah ouais, je vais rien voir du tout.
Sur Fuerteventura, la côte tournée vers l'Atlantique est souvent enveloppée de nuages bas venus de l'océan. Poussés par les alizés, ces bancs de brume glissent au ras de l'eau et viennent parfois s'accrocher aux falaises, effaçant peu à peu l'horizon. La lumière devient douce, presque irréelle comme filtrée. Ici, le paysage ne disparaît pas complètement, il est parfois scindé en deux parties, entre le bleu et le gris. Et finalement, l'extrémité de cette brume finit par offrir une ambiance qui ne me fit point regretter le soleil. Le temps de faire une petite pause et de manger quelque chose de local, j'ai repris ma route pour aller rencontrer un sommet de beauté pas encore atteint depuis le début de ce périple. Regardez plutôt. Oh là là! Oh la fracture de la rétine! Les contrastes de verre étaient somptueux et, je le rappelle, spectaculairement rares, comme pour Lanzarote. Alors la sensation d'être fortement privilégié. Un peu plus tard, traversant des plaines de sable, je prenais la direction de Cofete, située à l'extrême sud-ouest de Fuerteventura. J'ai trouvé un endroit où dormir ici tout à l'heure, mais d'abord on va aller voir une maison très particulière. Et je pense que vous n'êtes pas prêts du tout pour l'histoire que je vais vous raconter parce qu'elle est rocambolesque. Et je me serais jamais imaginé trouver une telle maison ici, à Fuerteventura. Et ce que j'ignorais encore est que pour atteindre cet endroit enclavé de l'autre côté des montagnes, j'allais devoir faire, avec mon Indian, du tout-terrain. J'espère que c'est pas les 19 km qui sont que de ça, hein. Et je crois que c'est ça. Parce que c'est pour ça que pour 19 km, il me dit que j'en ai pour 45 minutes. Putain, lui, il a pas le temps, hein. Alors si c'est roulant comme ça, ça va. Ah, les rouleaux encore. Bon, faut dire quand même que le spectacle est au rendez-vous. Mais alors me retrouver ici, sur ce chemin, sur une Indian, va s'avérer être une des idées les plus idiotes que j'ai pu avoir pendant ce voyage. Aïe 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 aïe. Allez, musique. Mon GPS annonçait seulement 20 km, mais il avait très probablement oublié que je conduisais un paquebot américain sur 2 roues et pas une voiture. Mais quelle idée à la con. Il y a plein de virages en plus, ça va me prendre une plombe. Et après, il faut que je fasse demi-tour. Les chemins me rappelaient avec beaucoup d'étrangeté les pistes d'Alaska, sauf que là, n'ayant pas du tout la même moto, ce scénario n'était pas vraiment dans mes plans. Mais bon, je crois que j'étais déjà trop loin pour faire machine arrière. Ah, c'est la Dalton Highway. C'est la Dalton Highway. Ah, j'aurais pas dû venir, je pense. Ah, je suis pas une lumière, moi. Hein. Aïe. Oh là 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 là, mais c'est une horreur. Elle est pas faite pour ça, la moto.
Eh ouais, je suis un fou, moi. Le mec, il me regarde avec des grands yeux, là. Ça sent le mec qui fait de la moto. Et il a dit, mais il est complètement con, lui, c'est pas possible. J'avoue que sur ce coup-là, je ne fais pas preuve d'une grande présence d'esprit. Hein. Et comme d'habitude, les énormes secousses finissent dans les bras, les jambes, et sans oublier pour mon plus grand plaisir, le dos. Et après, faut que je me tape tout à l'envers. Ah si j'arrive en un seul morceau à mon hôtel ce soir, je pourrais quand même me féliciter d'avoir grimpé sur ces chemins-là en Indiana. Allez, il faut que j'y arrive. Il faut que je le fasse. Je dois le faire. Pour la patrie, pour mon pays, pour la France. Allez! Et c'était avec une absence totale de confiance que j'ai continué à grimper. Allons enfants de la patrie. Ah, le jour de gloire est arrivé. Ah, ah. Une fois au sommet, la météo avait bien changé de visage. Le bord de mer impressionnant, drapé d'une brume dense et épaisse, et le vent d'une puissance indescriptible jouait avec ma concentration, comme on joue avec un ballon. Et pour ne rien arranger, une bruine rendait le sol de moins en moins sec. Je l'avoue, j'avais bien la trouille de tomber, faire glisser la moto. C'est pas trop mouillé, donc je peux le faire. En revanche, il y a un truc qui me fait flipper, c'est ma quantité d'essence. Je me suis dit, j'ai 20 bornes, je suis en réserve, c'est bon, il y a assez. Et en même temps, je consomme quand même pas mal. Si je n'étais pas quasiment en panne d'essence pour ajouter une pincée de sel, ça ne serait pas drôle, non? Là, il me reste 5 bornes. J'hésite vraiment. Est-ce que je suis con et je finis mon truc? Ou est-ce que je suis un mec qui va essayer pour une fois dans sa vie de faire preuve d'un tout petit peu d'intelligence et il s'arrête là? Pourquoi est-ce que je m'embarrasserais à faire preuve d'intelligence alors que je pourrais aller au bout de ma connerie? Tu vois, c'est pas mouillé, c'est humide, c'est pas de la boue, c'est quand même assez solide comme truc. Ouf, oh la vache! Et pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça? Après plus d'une heure de chemin et des lombaires en vrac. Ouais, c'est cette maison. Je la reconnais par rapport aux images que j'ai vues sur internet. Il n'y a personne, il faut pas que je tombe en panne d'essence, mon cousin. On va s'arrêter juste là. Ah. Et ça, cette maison, elle est lunaire. Parce qu'elle a été construite par des nazis pour fuir après la Seconde Guerre mondiale et pour pouvoir se cacher dans les montagnes de Fuerteventura. Et cette histoire, je vais vous la raconter tout de suite. Située sur la péninsule sauvage de Randia, se cache une maison particulièrement singulière qui intrigue autant qu'elle fascine, la Villa Winter. Construite dans les années 1940 par l'ingénieur allemand Gustav Winter, cette bâtisse perdue face à l'Atlantique est entourée de rumeurs et de mystères. Alors que certains y voient un simple projet agricole inachevé, d'autres évoquent une histoire bien plus folle. Elle serait ni plus ni moins une base secrète liée à l'Allemagne nazie.
Il y a la théorie selon laquelle le complexe a servi de base d'approvisionnement pour la flotte sous-marine nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. La proximité avec l'océan semblait évidente. Et d'autre part, on raconte que la Villa Winter a carrément servi de cachette à des officiers nazis après la guerre pour échapper à tout jugement ou emprisonnement. Et encore pire, l'une des chambres de la maison aurait été une salle d'opération de chirurgie esthétique pour changer les visages des officiers nazis. On dit même qu'Hitler himself aurait visité le lieu et que pour construire la villa, il a fait venir de la main-d'œuvre des camps de concentration. Néanmoins, même si tout ceci n'a jamais été clairement prouvé, ça n'a jamais pu être non plus réfuté. Et ça laisse de quoi réfléchir. Quoi qu'il en soit, son isolement, son architecture austère et le silence qui l'entoure nourrissent encore aujourd'hui de grandes spéculations. Et ce n'était pas la solitude et le paysage qui m'entouraient qui allaient atténuer ma curiosité sur cet endroit unique. Le vent soufflait fort, la mer cognait, et il ne me restait qu'une poignée de minutes avant que la nuit ne tombe. Il ne fallait clairement pas que je tarde à partir. Mais une question subsistait. Comment est-ce que j'allais faire pour sortir des montagnes avec un réservoir quasiment vide ? Allez, maintenant, il reste plus qu'à rentrer en un seul morceau. J'ai 20 km à faire de tout terrain, exactement ce que j'ai fait en venant. Kofete, qui semblait abriter quelques habitations de fortune, donnait une impression désertique. Ce qui est sûr est qu'il n'y avait rien pour dormir sur place et encore moins d'essence. Alors, il ne fallait clairement pas que je tombe en panne ici. La question maintenant, c'est vais-je avoir assez d'essence ? Il faut surtout que je rentre avant la tombée de la nuit. Et ça, c'est pas gagné-gagné. J'ai le cadran de la moto qui vient de passer en mode nuit. C'est pas forcément un bon signe. Mes bras étaient tout engourdis. J'étais en réserve depuis déjà bien longtemps, mais j'essayais de garder espoir de ne pas tomber en panne ici, au milieu nulle part. Allez, à mon avis, d'ici 10 minutes, je sors de la brume. Et finalement, après une bonne dose de stress... Oh, et je récupère la route. Oh oui. Oh. Ah, j'ai les épaules en vrac. Allez, prochaine station, je m'arrête et je vais dormir. Dormir ? Ouais, mais pas pour très longtemps. Premier tour de roue, je venais de débarquer à Gran Canaria. Deuxième île la plus peuplée de l'archipel, Las Palmas de Grande des Canaries est aussi la plus grande ville parmi les îles et forme l'une des 10 zones métropolitaines les plus peuplées d'Espagne. Parfois comparée à un continent miniature en raison de la diversité de ses paysages et de ses climats, elle a été en 2005 reconnue par l'UNESCO comme réserve de biosphère. La surface protégée représentant alors 46% du territoire insulaire est complétée par 100 000 hectares de zones marines. Dit comme ça, elle semble faite d'une grande beauté, mais j'avoue qu'au début, j'ai eu un petit peu de mal à l'apercevoir. On n'est clairement pas sur le côté sexy de Fuerte et de Lanzarote, mais normalement, on va s'échapper, on va aller voir un peu de nature, mais là clairement, le rêve n'est pas au rendez-vous. Qu'à cela ne tienne, si je suis à moto, c'est pas pour rien, alors allons les chercher ces paysages. Voilà, c'est ça qu'on veut. C'est exactement ça qu'on veut. On va aller voir le centre historique de Galdar. Je sais pas si je vais avoir le droit de me garer par là, je pense pas. Nichée au nord de Galdar, ancienne capitale préhispanique de l'île, la ville déploie une architecture canarienne faite de façades colorées, de patios intérieurs et de balcons en bois sculptés qui transpirent l'héritage espagnol. Son implantation géographique lui offre un paysage contrasté, à seulement 6 minutes de l'océan. Au cœur de la vie locale,
La place de Santiago structure la ville autour de la majestueuse Iglesia de Santiago de los Caballeros, une église imposante du XVIIIe siècle dédiée à Saint Jacques, symbole de l'identité religieuse et culturelle de Galdar. La municipalité, qui compte un peu plus de 24 000 habitants, conserve un esprit authentique, loin du tourisme de masse du sud de Gran Canaria, et reste profondément marquée par ses traditions, dont certaines célébrations liées à Santa Lucia perdurent, figure importante du calendrier religieux local. Cette fois, si tout va bien, on devrait sortir de la ville et s'échapper un petit peu. Un peu plus tard, je prenais la route de la Aldea à l'ouest de l'île. Un sympathique passant m'avait alors assuré que je trouverais non loin de là un canyon qui valait le coup. Mais ce que j'ignorais est que la route m'y menant allait m'offrir les plus belles falaises depuis mon départ. Il n'y a personne derrière. Oh, mais elle fait mal cette vue là. Oh, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. C'est paradisiaque. Regardez plutôt. Ce jour, la côte semblait avoir choisi d'enfiler sa plus belle robe. Face au paysage, je sentais quelque chose, une forme brute d'existence presque physique, comme si le vent passait à travers mes propres failles. Les pins s'accrochaient à la roche, tordus par le large, et l'océan en contrebas ne me promettait rien de plus que de longues plages de silence. Et entre nous, c'est déjà pas mal, non ? Honnêtement, je ne pouvais m'empêcher de penser qu'être insensible à ces paysages relevait de la folie. On peut voir un peu partout ici, et c'est vrai que je n'avais pas forcément remarqué au départ, des cerfs comme à Almeria, qu'on avait pu voir il y a à peu près 3 ans, quand j'avais traversé l'Espagne. On voit exactement la même chose ici. Il doit y avoir une grosse industrie de culture des fruits et légumes. Et c'est toujours impressionnant et en même temps pas très beau. À Gran Canaria, l'agriculture sous serre s'est imposée comme une réponse au climat sec et au manque d'eau. Des structures légères, aérées et peu technologiques permettent de cultiver tomates et légumes pour l'export hivernal. Et malheureusement, cette efficacité a un coût environnemental. Forte consommation d'eau, usage de plastique et artificialisation des sols. Le modèle reste néanmoins plus modéré que celui d'Almeria, où la concentration extrême de serre a créé une véritable mer de plastique, visible par satellite, avec un impact catastrophique sur les paysages, problème dont malheureusement nous sommes un peu tous acteurs. J'en profitais pour faire un court break sous le soleil de plomb du petit village de la Aldea de San Nicolas de Tolentino. Bizarrement, je n'ai pas eu un bon sentiment ici. Ça ne me semblait pas très bien fréquenté, mais qu'importe. J'avais à faire, une journée à terminer et des kilomètres à avaler. Waouh, mais c'est fou comme endroit. Alors là, sur le papier, ça payait pas de mine, mais il faut dire que dans la pratique, c'est une sacrée surprise. Et le mot était faible, tant je suis tombé sur un véritable canyon à l'abri des regards. Baby, let's spread tonight. I got a tank full of gas to light. Yeah, we could drive. Là, ça fait littéralement 45 minutes que je roule. Je n'ai pas vu âme qui vive. Niché dans les reliefs escarpés de l'intérieur de l'île, le canyon du lac de Presa del Paralilo s'ouvre comme une entaille au cœur du Barranco d'Arguineguín, où les parois s'enfoncent vers le fond de la vallée. Le barrage, discret, retenait une eau plutôt rare donc précieuse dans ce paysage aride,
accentuant le contraste entre la rudesse des roches et la présence du vivant. Entre les serres, la ville du matin, puis le bord de mer et enfin le canyon, Gran Canaria semblait être composé de multiples blessures et de beauté. Oh, les virages de malade encore! Mais ça n'arrête pas ici. Et si vous venez faire de la moto un jour sur les Canaries, venez faire ce canyon. Venez faire ce canyon à Gran Canaria. Parce que franchement, c'est peut-être un des plus beaux canyons que j'ai pu faire. C'est hallucinant. Quoi qu'il en soit, cette journée était probablement la plus contrastée et le Presa del Paradiso m'a mis une claque, me faisant presque croire à un climax. Et pourtant, j'ignorais que ce climax allait être seulement le lendemain. Après des heures à traverser l'île de l'intérieur, j'atteignais son parfait centre, le Pico de las Nieves perché à 2000 mètres d'altitude. Il me permettait alors d'avoir une vue imprenable à 360 degrés sur l'entièreté de l'île. J'essayais malgré tout de rester concentré, la fatigue arrivant car je l'ignorais encore, mais le meilleur et surtout le plus questionnant restait à venir. J'ai pas dormi longtemps, ça commence à se ressentir. J'ai 20 minutes pour arriver au port. Ah, on est bon ? Allez, 7h15. On va y arriver. Mon regard porté vers l'océan, je me rendais compte que mon esprit était déjà au prochain voyage alors que j'allais débarquer à Tenerife. Bizarrement, les années passant, j'ai l'impression de perdre l'intelligence de l'instant présent. C'est probablement un des exercices les plus difficiles que je connaisse, mais ça, on en parlera une autre fois. Eh bien, me voilà officiellement débarqué à Tenerife. C'est clairement le bordel. Il y a des voitures un peu partout, des motos garées partout. Ça a l'air d'être un petit peu freestyle, comme on dit. Mais j'ai aperçu des montagnes juste derrière. Je pense qu'on va sortir de cette torpeur assez rapidement. Tenerife m'était aussi peu connu que les autres îles. Pourtant, j'ignorais pourquoi, mais son nom résonnait quand même un peu dans mon esprit. Comme pour Gran Canaria, je m'empressais de fuir la folie citadine un peu austère au profit du beau. Mais après m'être renseigné, j'ai appris qu'elle avait finalement quelques arguments solides. Wow. C'est hyper impressionnant. Il me fallait rejoindre le nord de l'île avant d'amorcer ma descente de 150 km vers l'extrême sud. Et le moins que l'on puisse dire est que Tenerife ne fut pas avare en surprises. Oh là là. Oh merde. Lovely, 'cause every day feels like I'm dreaming without the meaning. Oh là là. Je me demande comment on va pouvoir faire mieux. Alors déjà hier, c'était assez énervé. Mais alors là, je dois dire que ça valait le coup de venir jusque là. Oh merde. I'm so bored, want something unexpected. Wish for a feeling that I used to get. I'm not sure what the hell that is. I'm so bored with being unaffected. Wish for a feeling that I used to get. I'm not
Playa del Roque de Las Bodegas est une plage sauvage, nichée au cœur du massif d'Anaga. Son sable noir, volcanique, et ses vagues puissantes lui donnent un caractère brut. Autour, la végétation est dense, marquée par les influences humides du nord, avec des espèces endémiques et des formations proches de la forêt de laurier. Sur le littoral, on observe des oiseaux marins, tandis que les rochers et les petites mares abritent une vie discrète faite de crustacés, d'algues et de poissons côtiers. Je crois avoir développé une sorte d'obsession pour les falaises en bord de mer. L'impression d'être ici, à la merci d'une telle force de la nature, avait tendance à me faire aimer l'humilité. Perfect dream is what you pay for. Après cette claque, je prenais la route du sud vers le climax de mon voyage, le mont LTID. Il n'y a pas un chat depuis tout à l'heure. C'est que du bonheur. Je suis dans des forêts, sur des routes impeccables, entouré de pins comme ça. Du coup, vu que je suis en pleine forêt, les arbres dégagent pas mal de fraîcheur. J'ai du soleil, il y a tout. C'est parfait, quoi. C'est parfait. Je découvrais finalement sur cette 4e île des routes à l'atmosphère aride. Les courbes étaient parfaites, le soleil tapait fort, et mes yeux se chargeaient de faire le plein pour ma fabrique à souvenirs. Et puis... Ah non, mais là, la piscine. Une piscine de nuages. Incroyable. C'est immense. Immense. Et enfin, après de très longues heures de route... Et voilà le magnifique et grandiose LTID, le volcan. Malheureusement, je pense pas que les images lui rendent hommage, mais on se rend pas compte à quel point il est immense. Et pour la petite anecdote, c'est le sommet le plus haut de tout l'océan Atlantique, ce qui est déjà hallucinant. Et encore pire, c'est la 3e structure volcanique la plus haute du monde. C'est juste incroyable, vous trouvez pas, non? Si on mesure depuis le fond de l'océan ces 7500 mètres, le TID est considéré comme la 3e plus haute structure volcanique du monde, derrière les volcans hawaïens Mauna Loa et Mauna Kea. Et du haut de ces gigantesques 3715 mètres d'altitude, c'est le point culminant des îles Canaries, et c'est non pas seulement le sommet le plus haut d'Espagne, mais aussi de tout l'océan Atlantique. Et le moins que l'on puisse dire est que la fracture de mes yeux était totale. Je me suis souvent raconté que je voyageais pour voir le monde, pour empiler les horizons, collectionner les routes, traverser des pays comme on tourne les pages d'un livre. Mais après des années passées sur la route, à mesure que les kilomètres s'accumulaient, d'autres questions avaient fini par apparaître. Des questions plus profondes et plus dérangeantes aussi. Jusqu'à celle-ci. Combien de paysages un homme doit-il traverser avant de comprendre ce qu'il cherche ? C'était face au TID que cette idée s'est imposée à moi avec une force étrange. Parce qu'au bout d'un moment, les voyages cessent d'être de simples découvertes. Ils deviennent des miroirs. Et dans ces instants de silence, quand plus rien ne distrait l'esprit, il devient beaucoup plus difficile de mentir à soi-même. Alors, le lendemain, j'ai continué ma route. Je n'ai pas trop aimé ce groupe d'Allemands que j'ai croisé. Bruyants et plutôt mal élevés,
il donnait une image de la moto qui n'était pas vraiment souhaitable. La Gomera, 5e île, m'a transcendé et pourtant, elle fut la plus courte à parcourir, une poignée d'heures seulement. Son bord de mer, aussi spectaculaire que les précédents, m'avait convaincu. Et en même temps, j'avoue que je commençais un peu à m'y perdre. Je crois qu'aucun cerveau ne peut gérer autant de beauté en si peu de temps. J'avais du mal à faire le tri dans mes souvenirs, les falaises se ressemblaient de plus en plus. J'ai fait alors un break sol, face au grandiose. Vous saviez, vous, que c'est ici à la Gomera que Christophe Colomb fit sa dernière escale en 1492 avant de découvrir l'Amérique ? Moi, clairement non. Et vous saviez qu'à la Gomera existe un langage sifflé appelé le silbo gomero, autrefois utilisé par les habitants pour communiquer à travers les ravins de l'île ? Moi, toujours pas. Un peu plus tard, j'ai fait une autre pause, parce que celle-là, elle était nécessaire. Puis tout a été chamboulé. Alors que je devais me rendre à El Hierro, l'avant-dernière île pour le lendemain, j'ai appris que le seul bateau pouvant m'y emmener avait été annulé, sans savoir pourquoi. Je suis absolument tout seul sur le port. Il y a un bateau qui est supposé arriver. Il est censé y avoir du monde. Mais il n'y a absolument personne. Mais je ne me suis pas démonté. J'ai attrapé alors le seul ferry le soir même pour La Palma, ma destination finale. Je suis au bout de ma vie. Me retrouver ici à l'extrême ouest renforçait particulièrement ma sensation d'éloignement et d'isolement. Oh, la petite chambre avec vue sur la mer. Je pense que ça va être une excellente dernière journée. Oh, la taille des éoliennes! Ah, c'est hyper impressionnant. Il y a des rafales qui sont énormes. Oh, je me sens microscopique. J'ai alors découvert les pistes volcaniques de Playita Cerca de Malpaís y Las Cabras. Oh. On ne va pas se mentir, c'était magnifique. Et comme dirait Jack Dawson, je suis le roi du monde. La claque était monumentale. J'ai pris des rafales de vent comme rarement j'en ai eu. Puis, j'ai tracé vers Porris de Candelaria, où j'ai roulé pendant 1 heure sur la plus pentue des routes de ma vie. C'était une fois en bas, après 1 heure de marche, que j'ai découvert un port secret qui abritait un trésor, un micro-village de pêcheurs, quelques habitations troglodytes face à l'immensité de l'océan. À ce stade, il me semblait impossible de faire plus isolé de la civilisation, une des plus belles choses que j'ai pu voir dans ma vie. Hors de question de me reposer sur mes lauriers. Puis, j'ai enfin commencé mon ascension finale de Roque de los Muchachos, le sommet de La Palma. Honnêtement, j'étais exténué, mais déterminé à finir ce que je ne suis pas venu chercher à la base, mais que je devais trouver. Ah, ça arrête pas de monter! Alors, j'ai roulé. J'ai grimpé, j'ai pris de l'altitude sans me défiler. Le soleil se couchait tranquillement et je commençais à faire des erreurs de conduite. Ah, j'ai fait n'importe quoi. Je crois qu'il était grand temps que j'arrive à destination. Alors, j'ai continué à grimper et j'ai rien lâché. Et je pense que j'ai encore une bonne marche pour le coucher de soleil. Mais donnez-le-moi ce sommet!
j'ai peur de faire une connerie à chaque virage en plus. Wow. Mais c'est la planète Mars là-haut. Ah mais comment je vais faire avec tout ce vent? Mon Dieu, cette vue finale. Et c'est ici que s'achève mon voyage aux îles Canaries. Et j'allais enfin pouvoir découvrir le secret des 7 îles et l'existence de San Borondon. On la voit cette île alors. Cette fameuse île. Ah c'est con, on voit rien du tout avec les nuages. Tout ça pour ça. C'est drôle, vous ne trouvez pas? Mais c'est même plutôt ironique, non? Allez, au fond, je le savais. Et vous le saviez que cette île, qu'elle existe ou non, n'avait que peu, voire aucune importance. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Les voyages n'ont pas tous la même saveur. Il serait bien utopiste de le penser. En revanche, ils ont sans exception la vertu de donner des réponses à des questions que l'on ne s'était encore jamais posées. Et je crois que me retrouver ici a un sens bien particulier. L'Écosse avait entrouvert une boîte de Pandore. Elle a laissé s'échapper des questions profondes, parfois vertigineuses, sur ma place dans ce monde. Puis vint l'Alaska, brutal et immense. Un voyage si fort qu'à mon retour, je n'ai plus seulement voulu comprendre le monde, mais découvrir pourquoi j'avais ce besoin irrépressible de le traverser. Et ici, face à cette île fantôme qui n'existe sur aucune carte, je tentais simplement d'exister moi aussi, quelques secondes, dans quelque chose de bien plus grand que moi. Exister, trouver une raison de vivre sur cette terre. Au fond, je réalisais que l'Écosse, l'Alaska et les îles Canaries, ces 3 destinations qui n'avaient pourtant rien en commun, racontaient une seule et même trilogie, la mienne. Le naufrage, la conquête et la réconciliation. Je suis d'abord tombé. Alors, j'ai voulu me prouver que j'étais encore vivant, capable. Puis ces îles, arrivées presque par hasard, m'ont offert une pause, une tranche de liberté dans laquelle j'ai enfin compris que ma chute en Écosse n'avait eu qu'un seul but: m'apprendre à me relever. Et aujourd'hui, je suis convaincu d'une chose. Les hommes ne grandissent pas dans leur victoire, mais dans la manière dont ils choisissent de se relever de leur défaite. Et vous savez, au fond, un voyage, que ce soit le vôtre ou le mien, qu'il soit immense ou minuscule, s'il n'a pas la capacité de vous réconcilier avec quelque chose, de réparer une blessure ou d'éclairer une part de vous-même, alors il devient transparent, presque inutile. Il ressemble à une valise prenant la poussière ou à une clé que l'on garde au fond de sa poche sans jamais trouver le courage d'ouvrir la porte qu'elle protège. Alors, je vais vous donner un conseil tout simple. Faites votre valise. Plaquez tout. Larguez les amarres. Regardez le ciel. Ouvrez cette satanée porte et faites comme moi. Allez chercher votre part d'existence, parce que la vie est courte, trop courte pour ne pas s'offrir une tranche de liberté.
Et vous voyez, si cette aventure m'a appris quelque chose d'essentiel, c'est que les terres ne sont pas forcément toutes faites pour être atteintes, mais probablement pour nous mettre en chemin. Je vous laisse méditer là-dessus. Moi, je suis exténué. J'ai encore 2 bateaux pour rentrer à la maison. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.